Kaffee. Ha, da komme ich in meinen Kaffeeklatsch. Bonjour, je m'appelle Tshering Diaz-Caneja. Je suis la fondatrice de Diaz-Caneja Interiors, une entreprise qui spécialise dans la décoration et la création d'intérieurs au Luxembourg. Et mon café préféré, en fait, j'étais toujours un barista pendant mon temps à l'université, mais je bois toujours du café noir parce que c'est le plus sain, sans sucre, sans lait, sans rien, sans additifs. Mais pendant les vacances, j'aime bien des cappuccinos ou le café. Ah, tu te laisses aller. Bonjour à tous, vous écoutez Café Klatch. Donc c'est le podcast qui accueille des entrepreneurs. On est là pour parler des enjeux du marketing digital, répondre à certains problèmes ou des questions que se posent les entrepreneurs. Aujourd'hui, on accueille Tshering Diaz-Caneja, donc designeuse d'intérieur. On dit designeuse ou designer? En fait, ça n'existe pas en français. Il n'y a que la décoratrice. Je viens de me poser la question en même temps. Ouais. Décoratrice d'intérieur. La chose, c'est qu'en fait, en français, c'est ça la chose qui m'a aussi un peu confus. Oui. Parce qu'en anglais, on a interior decorator, interior designer et interior architect. Et quand tu es c'est trois postes différents. Oui, 3 postes différents. Et si tu es interior designer, par exemple, tu peux faire les mêmes choses qu'une architecte d'intérieur, mais tu ne touches pas dans les choses structurelles. Et tu ne dois pas avoir un diplôme d'architecte. Décoratrice, c'est plutôt quand il y a déjà une bonne base d'architecture dans la pièce, oui. Et tu es là pour conseiller quelle couleur, quel tapis, comment aménager la pièce. Le mot que j'aime bien utiliser en français, c'est création d'intérieur. Création d'intérieur, ouais. Ok. Moi, je trouve le mot parfait, tu vois. C'est marrant parce que c'est la première question qu'on se pose. On se pose une question sur des termes en français, alors que, voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on parle ensemble et tu as une grosse crainte de parler en français. Je trouve que ton français est magnifique, vraiment. Ouf, tu avais peur vraiment. Non, je le pense sincèrement. Donc, on a vraiment beaucoup évoqué ce sujet. Donc, Tshering, tu es de quelle nationalité ou quelle origine exactement? Je suis de l'Inde, mais côté Himalaya. C'est un tout petit pays qui s'appelle Sikkim. En fait, c'était un pays. Maintenant, ça fait partie de l'Inde. Ouais. Et je suis venue au Luxembourg quand j'avais 6 ans. C'était à 2000. Et depuis 2000, on est au Luxembourg. J'ai fait mes études à Londres. Et voilà. D'accord. Écoute, moi je trouve que ton français est très bien, donc n'aie pas peur, s'il y a un ou deux mots qui t'échappent, c'est pas grave du tout, hein, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. T'es venu préparer avec des très belles fiches. Tes fiches sont 10 fois plus complètes que les miennes. Non mais... C'est vrai. Donc, première expérience podcast, ouais. Tu découvres une salle de podcast, la décoration... Est-ce que la décoration te plaît? Est-ce que c'est moche? Est-ce que le canapé est confortable? Ou le fauteuil, plutôt? C'est super, fauteuil. vraiment. C'est vrai? Super, oui. Parce que là, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais j'ai pas osé te le dire, mais tu as pris la place de l'animateur. Oh, tu as pris le fauteuil de l'animateur. Tu vois, j'étais directement attirée par cette... les places pour la première fois. Oh là là, désolée. J'étais directement attirée parce que ça a l'air tellement confortable. Il est confortable, c'est pour ça que je me le gardais pour moi, oui. Tu penses bien. C'est cocoon. Non, est-ce que tu aurais designé autrement notre salle ou ça va? Les petits rideaux, les couleurs? J'aime bien le fait que c'est sombre parce que c'est apaisant. La chose, c'est que comme c'est une salle de podcast, c'est pas seulement une question d'esthétique, mais c'est aussi une question de technique. Ouais. Et je pense que vous avez vraiment fait un bon travail avec des produits pour améliorer la sonore acoustique. L'acoustique, on peut dire. Oui, l'acoustique. Ouais. Voilà, et aussi avec les rideaux, ce que vous avez fait, c'est vraiment top. Hein. Ok. Super. Bon, c'est une première version. Hein. On l'a fait. Et surtout, je suis très confortable. Je me sens comme dans mon salon, sur un fauteuil. Avec le pyjama, le plaid et la série Netflix. On est là donc avec Tshering pour parler de son parcours d'entrepreneur, des obstacles qu'elle a éventuellement rencontrés, les échecs, mais surtout ton succès. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter ton parcours? En fait, j'avais toujours une carrière dans le recrutement. C'est grâce au recrutement que j'ai pu commencer mon aventure dans la décoration d'intérieur. Mmh. Les bureaux étaient moches ou... Non, mais la chose, c'est que j'étais toujours passionnée par la décoration d'intérieur ou la création d'intérieur. C'était ma vie. C'était toujours mon passion. Et quand j'étais plus jeune, j'osais pas faire cette étude
parce que je pensais qu'il fallait être une architecte. Et pour être une architecte, je pensais toujours on m'a toujours dit qu'il faut être très bon en maths et en physique. C'était pas du tout mon cas. Hein. J'étais très mauvaise à l'école, si je suis honnête. Et j'ai choisi l'option business, parce que commerce. Ouais, ça marche aussi, oui, en français, ça se comprend Parce tout que à pour fait. moi, c'est un sujet assez large et je pensais que ça allait m'ouvrir plus de portes après mes études. Donc, j'ai fait le Business Studies dans l'université à Londres. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je voulais quand même trouver un emploi dans le domaine de design, mais faire quelque chose plutôt business, comme business development ou vente. Un jour, j'avais postulé pour une poste de stagiaire chez Plumguide. C'est comme Airbnb en fait, mais il présente que des maisons super jolies pour les gens qui veulent avoir une expérience, qui aiment bien l'architecture et tout. Naïm hoche de la tête, donc j'imagine qu'il connaît. Plumguide. Non. Et j'ai fait ça pour quelques semaines et mon rôle, c'était d'être leur styliste d'intérieur, c'est-à-dire venir dans des maisons les plus jolies à Londres qu'ils ont sélectionnées et faire la mise en scène. Faire la mise en scène avant qu'il y ait le photoshoot. Et c'était mon vraie expérience, en fait, dans cette monde de design. D'accord. Mais c'était non rémunéré. Rémunéré. Mais la chose, c'est que j'ai travaillé avec des designers d'intérieur à côté de moi, avec l'expérience et des photographes. D'accord. Et ils ont dit que c'était... ils m'ont donné des retours en fait positifs. Il faut avoir un œil. C'est une question que j'avais pas prévue ça, mais est-ce qu'il faut avoir du goût quand on est design d'intérieur? Il faut avoir un goût, bien sûr. Faut avoir du goût. Bien sûr. Ouais, mais tous les goûts sont dans la nature. Hein, oui, mais il faut avoir le. Et quand ils m'ont donné des retours positifs, ça m'a donné plus d'espoir que j'ai peut-être une chance dans cette domaine. Dans cette voie. Cette voie, voilà. J'ai aussi postulé pour une poste commerciale pour une entreprise de design très renommée à Londres. Et ça, c'était via une agence de recrutement. D'accord. Et malheureusement, j'ai été pas retenue pour ce poste, mais une autre opportunité s'est présentée devant moi. L'agence de recrutement m'a proposé pourquoi tu veux pas travailler chez nous, parce que je parle 6 langues et c'était bien pour eux, pour les différents clients et des candidats. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon expérience dans le recrutement et quand je suis retournée au Luxembourg, heureusement j'avais fait du recrutement. Parce qu'il n'y avait pas de poste dans la décoration d'intérieur. L'industrie est très petite. Très niche, très petite, mais il y a des architectes, mais la décoration d'intérieur, c'était même, je dirais, non existant. Oui. Alors, j'ai eu mon expérience, j'ai eu des postes dans le recrutement et c'est grâce à une expérience dans une agence de recrutement au Luxembourg où j'ai travaillé que ma vie a un petit peu changé, disons. C'était une boîte magnifique. Les directeurs étaient formidables. Ils ont réussi de créer un environnement, en fait, où tout le monde se sentait valorisé. Et c'était une expérience qui m'a vraiment donné de la confiance et qui m'a aussi qui m'a aussi aidé de développer mon atout en vente. Dans cette boîte, on gagnait aussi des commissions. J'avais 22 ans ou 21 ans et on recevait des commissions pour la vente. Et je savais pas quoi faire avec cet argent. Donc, mon mari et moi, on s'est dit pourquoi on va pas investir ça au Luxembourg, parce qu'on revenait du Londres et on voyait comme Londres était saturé. Oui. Et on pouvait voir que Luxembourg était en train d'aller dans la même direction. D'accord. À 2016, le prix était encore pas si élevé qu'aujourd'hui dans les immobiliers. Donc, on a vraiment pris l'opportunité d'investir. Ah, vous avez investi pour un projet personnel, du coup. Projet personnel. D'accord. Déjà. Rien à voir avec la société, en fait. Non, D'accord. pas du tout. Les commissions que je recevais, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi ça dans des immobiliers. Et quand on avait des immobiliers, on s'est rendu compte qu'au Luxembourg, toutes les maisons se ressemblent, en fait. Donc, on a commencé à rénover ces biens et c'est comme ça que mon parcours dans la décoration d'intérieur a commencé. C'est en voyant un peu l'architecture au Luxembourg que tu t'es dit, en fait, voilà, l'expérience que j'ai eue en tant que stagiaire a été une réussite. Je me sens bien dans cette voie, donc c'est comme ça qu'est née ta société ? Oui, parce que j'avais
parce que quand j'étais à Londres, j'étais toujours entourée par des maisons magnifiques. Et cette expérience chez Plum Guide, je pouvais rentrer dedans. Donc, j'ai vu comment les différentes maisons et tout. Et quand on regardait pour des maisons, ici au Luxembourg, on s'est rendu vite compte qu'on est un peu derrière. Il y a toujours les mêmes matériaux qui sont utilisés dans chaque appartement ou maison. Soit c'est hyper ancienne ou soit c'est hyper moderne, mais très il y a pas, il y a pas d'intermédiaire. Peut-être, mais pas hors de notre budget. D'accord. Justement, question budget, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'était une chance pour moi aussi, pour être au Luxembourg. Et j'ai vu cette opportunité et j'ai pu m'investir dans cette opportunité. Donc, tu lances ta société, donc Diaz Canera Interiors. Comment tu as démarré ta première base de données clients? Quels ont été tes premiers clients? Comment tu as été les chercher? Encore une fois, la première maison que j'ai achetée, c'était une vieille maison. Je l'ai complètement rénovée. Je suis allée chercher des différents magasins en Espagne, en Portugal, pour avoir des carrelages un peu plus différents qu'on a au Luxembourg, parce que je ne trouvais pas. Et en faisant ça, j'avais aussi un blog pour parler un petit peu la décoration au Luxembourg, que je partageais avec des amis ou la famille. Et cette blog, en fait... dans cette blog, j'avais posté des photos avant et après des projets que j'avais faits pour ma propre maison et pour les biens d'investissement qu'on avait faits. Et il y avait des gens qui m'écrivaient « Est-ce que tu offres cette service ? Est-ce que… » Oui, c'est comme ça qu'en fait, les clients… D'accord, à partir de ton projet personnel, les gens ont vu dans ton blog ce que tu étais capable de faire chez toi, donc ils ont dit on veut la même chose chez nous. Exactement. C'était pas mon plan d'avoir une entreprise de décoration d'intérieur. Parce que je savais pas, je suis pas une architecte, je peux pas faire ça, j'avais plein de doutes. Donc c'est parce qu'il y avait une grande demande et il y a un moment où je me suis dit pourquoi pas. Allez, je vais me lancer, on est bien financièrement et je vais prendre cet risque. Sur ton site internet, tu dis « Avec chaque projet, mes connaissances et mon amour pour le design et la décoration d'intérieur se sont développés. C'est ainsi que j'ai su que j'avais trouvé mon Ikigai. » Est-ce que je le prononce bien? Ikigai? Oui, Ikigai. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement un Ikigai et comment ça a influencé ton travail ou en tout cas ta vocation? Est-ce que tu connais ce que c'est une Ikigai? Alors, du tout. Je vais être honnête, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une vidéo YouTube, l'algo YouTube m'a présenté une vidéo de quelqu'un qui expliquait ce qu'est un Ikigai. C'est une espèce de remise en question. Enfin, moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est une espèce de remise en question que tu dois te faire et qui, en répondant à certaines questions sur ta passion, ton métier actuel, etc., c'est d'essayer de trouver des croisements entre ce que tu aimes faire et ce que tu peux exploiter de ta passion pour en faire un travail. Est-ce que je l'ai bien résumé? Exactement. C'est ça? C'est très bien, oui, exactement. Quel talent. Voilà, Ikigai, c'est en fait une philosophie japonaise très profonde. Philosophie japonaise, ouais. Très, très profonde. Et ça me touche particulièrement parce que je suis vraiment convaincue que les gens ne sont pas naturellement paresseux. Quand parfois on ne sait pas quoi faire dans la vie ou on ne réussit pas quelque chose. Ce n'est pas nécessairement parce que la personne est paresseuse. Je pense toujours que la personne n'a pas encore trouvé son but, on dit en français, mais en anglais, je préfère purpose. Ouais, aussi, son objectif de vie peut-être. Ouais, objectif de vie. Plus dans ce sens-là. Et qui est le Ikigai pour moi? Quand on trouve ça, c'est parfait, en fait. Et il y a une méthode, c'est ça? C'est-à-dire que de mémoire, je crois que j'avais fait l'exercice il y a quelques mois de ça. Donc, quand j'ai vu la vidéo, par curiosité, où tu te poses tes propres questions. C'est une remise en question de ta personnalité, c'est ça? En fait, trouver son Ikigai, ça veut dire tu veux allier ton passion et la compétence. Tu vois, et c'est un cercle après. Donc, ça veut dire faire ce que toi tu aimes, développer ton talent en faisant ça, soutenir ta vie parce que ça te paye. Et en plus de ça, tu aides aussi les gens avec cette service. Okay. Et quand tu as ça, tu es complet. Ça donne une raison pour vivre, en fait. Et dans mon métier de designer d'intérieur ou création d'intérieur, pour moi, chaque projet est un service personnalisé.
moi, je fais des projets résidentiels. Donc, chaque client a leur propre goût et leur propre perspective unique et c'est très intime. Et en tant qu'experte, par exemple, moi aussi, j'ai mon goût et mon perspective quand on est en train de faire le design de leur maison. Donc, il est très essentiel de me rappeler, de mettre mon ego à côté et me rappeler que mon rôle est aussi d'aider ces gens à se sentir chez eux et à optimiser leurs espaces en manière authentique à leur personnalité. Et quand je fais ça, ça me remplit de gratitude, en fait, parce que à cause de ces gens-là, je peux exercer ma passion dans la vie. Je les aide aussi, je me développe et ça me paye. Justement, pour en revenir à tes compétences de designer, donc tu as obtenu un certificat. Est-ce qu'il y a un processus particulier pour obtenir le certificat? D'ailleurs, quel est ce certificat? Et est-ce que moi-même, par exemple, si demain j'en ai envie, est-ce que je peux m'improviser conseiller en décoration, ouvrir ma société de design, ou est-ce que vraiment il y a une législation par rapport à ça? Avant Diaz Canera Interiors, j'avais déjà ma boîte de recrutement. Je voulais toujours avoir ma boîte. C'est comme ça. Mais je me suis rendu compte que quand on fait un business, il faut absolument être passionné par ce qu'on fait. Sinon, c'est la mort. Et pour moi, recrutement, c'était pas ma passion. Donc, j'avais déjà cette licence de recrutement. Et cette licence, c'est sous le rubrique conseilleur. Après, il y avait une petite transition entre mon calibre et mon entreprise de Diaz Canera. J'étais dans une boîte au Luxembourg. Après cette expérience, en fait, je suis allée chez Adem et je les ai dit que je voudrais plus avoir une carrière dans le recrutement. Je voudrais peut-être commencer ma boîte dans le design d'intérieur. J'ai déjà des clients et j'ai déjà fait quelques projets en travaillant. Et c'est là qu'ils m'ont proposé. Alors déjà, tu peux garder le même certificat d'entreprise que calibre de recrutement parce que tu es en fait conseilleur. Donc, tu peux te positionner étant qu'une conseillère. Tu conseilles le design, tu conseilles quel matériel à prendre, mais après, tu laisses les gens avec le licence, qui ont le droit de construire, par exemple, les agences de construire, le faire. Toi, tu gères la logistique. La coordination du projet. Donc, c'est comme ça que j'ai gardé le calibre, mais j'ai seulement changé le nom qui est très facile à faire au Luxembourg. Et en plus de ça, pendant la période où j'étais en train de faire toute cette paperasse, Adem, en fait, ils ont un programme pour les jeunes, ou pour les gens qui veulent être indépendants ou qui veulent être un entrepreneur. Ils vous payent pendant quelques mois, la même chose que quand vous êtes en chômage. Et en plus de ça, ils vous vraiment encouragent de faire des diplômes ou des certificats pour que vous ayez une meilleure notion et connaissance dans cet domaine. Donc, c'était la dame qui était ma conseillère. Elle m'a proposé de faire cette certificat OHC dans le design d'intérieur. Et c'était vraiment sympa parce que j'étais dans une classe avec une architecte diplômée du Luxembourg, connue au Luxembourg. Et elle m'a vraiment aidée de comment avoir un processus. Parce que quand on ne se connaît pas dans ce monde, dans le design, on est un petit peu perdu pendant le projet. Parce que ce n'est pas seulement dessiner. Est-ce que, quand tu as démarré ta société, tu as rencontré des difficultés de trouver des clients, des choses comme ça, parce que tu n'arrivais pas à exécuter les projets, parce que tu n'avais pas le réseau autour de toi pour aller au bout du projet? Alors, le premier projet que j'ai eu, j'avais, pour un client, bien sûr, c'était une catastrophe parce que c'était avant que j'ai fait cette formation ou avant que j'avais le Diaz Canera Interiors. C'était pendant que je travaillais plein temps. Je me suis dit, allez, signe le contrat. La cliente, elle était OK aussi avec ça. Il y avait un bon feeling entre les deux. Oui, il y avait un bon feeling. Et pendant la phase où j'étais en train de venir avec les designs, chercher des matériaux, tout était parfait. C'était super. Et après, quand on est venu dans la phase de construction, c'était là, il y avait tellement de problèmes. Ouais. Parce que quand on n'a pas un processus, quand on ne se connaît pas dans cette monde, en fait, on se perd vite. On est très vague.
la construction, c'est tellement... Est-ce que les gens te font vite confiance? En fait, est-ce que par exemple, si tu veux maintenant faire appel à un constructeur, quelqu'un qui va mettre, je sais pas, du placo, refaire des fenêtres, isoler, des choses comme ça, est-ce que tu as du mal à solliciter des sociétés par manque d'expérience ou parce que tu démarres ou parce que tout simplement c'est très compliqué, les plannings des sociétés sont très compliqués à respecter? Comment ça marche? Non, pas du tout. J'ai toujours eu 2 agences de construction avec qui je travaille et j'ai beaucoup de confiance. Et c'était aussi le cas quand j'ai fait cette première projet. C'est plus, eux, ils ont une équipe. Il y a tellement de monde. Il y a le patron, et après, il y a les gens dans le chantier, et après, il y a aussi moi. Et normalement, les entreprises, ils ont l'expérience à seulement bâtir, faire la rénovation. Mais quand on fait le design d'intérieur, on doit être vraiment méticuleuse. Les détails doivent être parfaits. Et c'est à moi, en fait, de bien déléguer, de bien faire comprendre quoi exactement doit être fait. Et au début, je pensais que tout le monde pouvait savoir. Et pas du tout, en fait. Et aussi, il y a toujours des problèmes quand on fait une construction. Mais malheureusement, moi, j'ai jamais eu une expérience où il n'y a pas de problème. Et quand on a ce problème, à cause de la manque d'expérience ou manque de confiance, je pensais que, oh mon Dieu, c'est ma faute. Ouais. Et je savais pas comment dire au client. Cette client, elle pouvait sentir la faiblesse. Elle pouvait sentir que même moi, j'étais pas sûre. Donc, comment est-ce qu'elle peut être sûre de moi? Donc, pendant cette formation, quand j'ai parlé avec quelqu'un qui a l'expérience et expertise, elle m'a dit que c'est normal, en fait. C'était apaisant. Mais c'est vrai que j'entends tout ce que tu dis parce que, en fait, j'entends souvent dire quand on construit une maison, même si on en construit 3, les erreurs on fait toujours des erreurs, en fait, quel que soit le chantier. Il y aura toujours des erreurs. Tu vas dire, tiens, la deuxième maison que je construis, je ferai plus les mêmes erreurs que j'ai fait la première fois. Mais en fait, tu en fais d'autres. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est une expérience que tu es obligé de traverser, tu es obligé de jongler avec. C'est vrai que c'est un Mais c'est bien. C'est grâce à cette expérience, aujourd'hui, j'ai un processus qui est plus détaillé, où tout le monde sait quoi leur rôle. Ce qui est attendu, est-ce que tu es supposé livrer, est-ce que chacun est supposé livrer, etc. Et maintenant, je me force aussi toujours écrire qu'est-ce qui s'est passé bien dans ce projet, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, et j'essaie toujours d'implémenter ça. Ah, tu adaptes ton process au fur et à mesure. Toujours. D'accord. Parce que les clients peuvent ressentir ça. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui... les gens peut-être un peu comme moi, parce qu'on en avait déjà discuté, qui pensent qu'elles peuvent se passer d'un designer parce qu'on pense que tu interviens uniquement pour des choix déco. Tu vois, je dis par exemple, pourquoi je ferais appel à toi? J'ai envie de refaire mon salon. Qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter de plus que si moi, je surfe un peu sur les sites internet et j'essaye de trouver ma déco? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe en fait dans la logique? Moi, je dirais, si toi, tu penses vraiment que tu connais ton goût, tu sais quoi acheter, oui, tu n'as pas besoin de ramener une experte. Notre entreprise, c'est pas seulement la déco, c'est en fait la création d'intérieur. On a beaucoup de clients qui, aujourd'hui, l'immobilier est tellement cher. Par exemple, ils ont une maison avec 2 chambres, ils ont un 3e enfant, ils veulent avoir 3 chambres, comment réaménager les pièces, en fait. On n'est pas sur que de la décoration, mais effectivement, la restructuration d'un logement. Repenser pour avoir une circulation beaucoup plus agréable. Ça, c'est limite. Déjà, on est aussi pour ça. Et après, on a aussi beaucoup de clients qui ont beaucoup des idées, comme toi, par exemple, mais ils ne savent pas nécessairement où trouver ces produits. Tu vas sur Pinterest. D'où le réseau, waouh, je veux ça. Mais où est-ce que tu vas trouver cette gigantesque de porte avec des vitrines? Ou à quel prix, quoi. Exactement, à quel prix. Et nous, on est là parce que je fais ça temps plein. C'est mon passion et on peut aider aux clients de trouver des solutions. Et puis ce qu'on oublie aussi, c'est que dans les services, dans le package de services que tu proposes, c'est aussi tout l'aspect normes de sécurité à respecter. Donc, parce que comme il y a des travaux, quand il y a de la construction, il y a forcément des lois à respecter ou des lois physiques comme des lois juridiques. Je veux dire, ta clientèle,
elle est uniquement B2B ou B2C? Tu vises les particuliers et les entreprises ou uniquement une partie des deux? Merci, tu as demandé cette question. C'est très important, même moi, j'ai oublié. Je suis que B2C, en fait. D'accord. Je peux pas être B2B parce que pour être B2B et faire la création d'intérieur, c'est-à-dire interior designer, tu dois être diplômé. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Comment tu réussis à rester inspiré par les designs que tu proposes? Tu vois, il y a une évolution, enfin, il y a une espèce de mode, j'imagine, qui évolue. Peut-être des styles de couleurs, je sais pas, des choix de mobilier, des choix de matériaux. Tu consultes, je sais pas, des réseaux sociaux, des magazines. Oui, je suis toujours sur Instagram en train de regarder la déco, le Pinterest, les magazines. Mais je sais pas trop de suivre ce qui est en tendance. D'accord. Notre entreprise, on offre un design intemporel. Donc, on essaie toujours de rester dans ce style. Donc, par exemple, quand je suis en train de faire la rénovation ou le design, j'ai déjà mes fournisseurs. Et les fournisseurs avec qui on travaille indiquent aussi le design qu'on offre parce que c'est leur produit. Et les fournisseurs que j'ai choisis, c'est des fournisseurs, par exemple, au Maroc, qui font des éliges, c'est des carrelages en argile. C'est très naturel et c'est très beau et qui a toujours été joli. Oui. En fait, c'est pas parce que c'est en tendance. Et ça reste moderne. Parce que c'est tellement naturel. J'essaie vraiment de travailler avec des produits naturels. D'accord. Avec du béton ciré, avec la peinture à la chaux, avec des peintures de Little Green ou Farrow & Ball qui sont aussi non toxiques. Si je comprends bien, tu fais de la veille sur les modes qui passent, les tendances en fait qui arrivent. Donc tu suis énormément ça, mais ça veut pas dire que tu vas respecter pour autant. Tu as quand même ton propre style. Si maintenant je l'appelle, je sais que tu vas avoir ton propre style qui va pas forcément répondre à la tendance à laquelle on voit. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise. En ce moment, tout le monde est en train de refaire des choses très années 70, je sais pas, des couleurs orange, des meubles vraiment très anciens, même si ça semble être la tendance aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, hein, mais je veux dire, ça, c'est pour l'exemple. Si je fais appel à toi, tu vas quand même apporter une espèce d'originalité dans le style que tu peux proposer. Exactement. D'accord. Encore une fois, ce qui est tendance, c'est plutôt des produits ou des choses qu'on voit directement dans les yeux. Mais quand on est en train de faire la décoration, la création d'intérieur, il y a tellement des détails qu'on ne voit même pas, mais qui font une grande différence. J'adore travailler avec des moulures, j'adore travailler avec le papier peint, du bois. Et ce sont des choses qui vont jamais être anciennes. Ça va toujours rester joli. Petite question corsée pour toi. C'est la tradition de l'émission, donc une petite question sensible, elle est pas très méchante. Comment est-ce que tu gères les demandes de clients qui vont à l'encontre de tes principes de design durable ou éthique? Est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont venus et pour des projets où tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, ou des projets un peu hors normes, on va dire. Comment tu gères ça? Est-ce que ça t'était déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé. C'était pas une bonne expérience. Et en fait, j'avais une cliente l'année dernière. Elle est venue pour notre service. Et en fait, elle avait acheté une maison et elle voulait le rendre un petit peu plus son style, qui était le style wabi-sabi. Encore une fois, une philosophie japonaise, trouver la beauté dans les imperfections. Et cette maison était très moderne. Donc, elle avait dit qu'elle n'avait pas un grand budget pour faire la rénovation, mais si je pouvais lui donner des conseils. Donc, pas gestion de projet, rien, que des conseils. Donc, c'était très dur parce que c'est une maison très, très moderne, typique luxembourgeois moderne. Et on veut passer pour avoir des espaces plus organiques avec un budget serré. Ça devient très compliqué. D'accord. Le budget qu'elle avait était incompatible avec ses attentes. Exactement. Sachant qu'en fait, sa maison présentait déjà un style vraiment très, très bien, mais elle souhaitait quelque chose d'assez incompatible avec son bien et son budget. Exactement. Mais quand même, il y a un an, j'avais dit oui.
je me suis dit pourquoi pas, peut-être on peut réussir à faire Tu as ça. accepté le challenge Oui, et au exactement. final, l'expérience n'était pas si positive que ça. Je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, on a des magasins pour acheter des produits pas chers comme Castorama, Leroy Merlin ou Handbar. Et je me suis dit, elle connaît sa boîte de construction, pourquoi on peut pas, peut-être on peut réussir. Et quand j'ai finalisé les designs et tout ça, elle était toute contente. Mais pour la mettre en place, en fait, l'exécution au Luxembourg, c'est toujours la mise en œuvre qui coûte le plus cher. Et après, on pouvait pas avancer avec ce plan. Donc, elle n'était pas contente. Elle pensait qu'elle a rien eu de retour. Moi, j'étais pas contente. Ah, d'accord. Donc, parce que ma cliente était pas contente. Donc, je me suis vraiment rendu compte que c'est au début de vraiment définir c'est quoi votre budget. Est-ce que c'est possible? Poser vraiment des questions qui peut aussi aider les clients savoir si c'est possible ou impossible. On n'est pas des magiciens. Oui, on peut pas faire la magie et venir avec des solutions. Maintenant, avec l'expérience, tu arrives à refuser ou en tout cas à réorienter le projet quand tu entends les attentes des clients. En tout cas. Exactement. Au début, on dit oui, parce qu'on a hâte pour avoir... Excité de travailler sur un projet. Et on pense que peut-être j'arriverai de faire ça pour moins de budget, mais pas du tout. Le marché a un prix et c'est le prix. Et surtout, ces derniers mois ou ces dernières années où le prix de la matière première déjà a vraiment considérablement augmenté. Ouais. D'ailleurs, comment tu vois l'avenir de ton activité avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est déjà arrivé. Je n'utilise pas encore, mais j'ai réussi à un email. Que maintenant, ils sont en train de développer une application où on peut donner le plan 2D d'architecte, le plan d'aménagement. Oui. Et après, il y a cette AI qui va proposer des différentes idées. Qui te génère automatiquement un plan 3D par rapport à... Non, la distribution il va t'aider à la créativité du plan carrément. Exactement, ça serait bien aussi pour les gens qui ne sont pas intéressés d'embaucher nécessairement des architectes. Et ça, justement, ça t'excite de travailler avec cet outil? Tu n'as pas peur que ça, au contraire, ça soit peut-être destructeur? Parce que si demain, moi, j'arrive à le faire, pourquoi je ferais appel à un designer du coup? Non, j'ai pas peur parce que embauché une entreprise qui spécialise dans ce domaine n'est pas seulement pour avoir des idées, c'est aussi de trouver les bonnes choses, les matériaux, le bois noyer que vous voyez sur la photo et le bois noyer que vous allez recevoir, ça peut être complètement différent, la nuance, je veux dire. Et ça peut pas faire le même effet. Et aussi de savoir gérer la construction, la rénovation. Ça, on est d'accord que c'est très compliqué. Ça prend tellement du temps. Et c'est là qu'on est là. Les gens qui veulent faire ça eux-mêmes, ça a été jamais vraiment notre client, je pense. Donc, non, j'ai pas peur, mais ça va me aider à être plus efficace et être plus créatif parce que je peux avoir une bonne base, je peux avoir plus des idées et proposer plus des solutions à mes clients. Super. Écoute, merci Shering. J'ai plus de questions. Dans un instant, tu vas nous parler plus parcours client avec Naïm. Lui, il va te poser des questions pièges, j'en suis certain. Méfie-toi. J'ai peur. Et ensuite, avec Antoine, on abordera davantage la partie développement commercial, stratégie commerciale. J'espère que c'est un programme qui ne te fait pas peur. Mais c'était très bien, c'était très chouette avec toi. Merci. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. Salut Shering. Salut Naïm. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses avec Patrice tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un client type qui fait appel à tes services? Est-ce que c'est plutôt une personne qui a économisé toute sa vie pour avoir sa maison de rêve et qui fait appel à toi pour avoir vraiment la maison parfaite? Ou est-ce qu'on a plutôt des jeunes qui ont acheté le premier bien, qui ont envie de 2-3 conseils pour le rénover? Jusqu'à présent, pour moi, parlant de mon expérience, j'ai plus des clientèles qui sont plus âgées et qui ont déjà leurs biens et qui ont en fait gardé une somme pour investir pour leur maison. Comment est-ce que les prospects, les futurs clients peuvent te trouver? Est-ce que c'est plutôt par ton blog? Est-ce que tu entretiens un Instagram, un Facebook, un Pinterest? Aujourd'hui, alors quand j'ai créé mon site web,
j'ai déjà un mari qui se connaît dans le monde digital. Alors, il m'avait conseillé d'utiliser beaucoup des mots-clés recherchés au Luxembourg quand quelqu'un recherche interior design ou la décoration construction. Et j'ai créé mon site web avec beaucoup de mots-clés. Donc, je suis déjà, je pense, une des premières entreprises qui s'affiche sur Dans Google. la barre de recherche, c'est déjà pas mal. Je pense même 2e ou 3e, quelque chose comme ça. Avec la recherche interior designer ou quelque chose comme ça. Exactement. Pas sponsorisé, pas de pub. Hein. Ok, donc tu fais même pas de publicité Non. Ok, bah c'est déjà vraiment pas mal. Donc ça prouve vraiment que tu étais certainement une des premières à te lancer au Grand-Duché aussi. Bah, la chose, c'est que quand j'avais le Sherin Intérieur, qui était mon blog personnel, ça, c'était vraiment aux premières pages. Mais cette page n'existe plus. Donc, le site web que j'ai créé, c'était il y a que 2 ans. Et on a quand même réussi d'être aux premières pages. Après, je fais aussi, via Facebook Meta, des publicités focalisées aux gens qui sont intéressés dans ce domaine, qui ont déjà fait des recherches de construction et notre site web et notre Instagram, ça apparaît dans leur homepage. Dans leur fil d'actualité, oui. Et Instagram, j'adore Instagram parce que je suis beaucoup plus connectée avec les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et là, c'est plus pour garder en contact, c'est plus comme un portfolio. J'aime bien poster des photos quand on a réalisé des projets pour que les gens peuvent aussi sauvegarder, voir c'est quoi notre entreprise et tout. Et est-ce que grâce à tous ces réseaux sociaux, est-ce que tu arrives à fidéliser certains clients? Par exemple, quelqu'un qui aurait fait appel à toi pour une pièce de la maison, est-ce que tu gardes contact avec cette personne? Potentiellement, quelques mois plus tard, il voudra refaire une autre pièce. Est-ce qu'il refera appel à toi? Oui. En fait, oui. J'ai cette situation. J'avais une dame qui m'avait contactée pour refaire seulement son entrée. Et on avait un bon match. C'est super bien passé. Et maintenant, elle veut aussi qu'on refasse la salle de bain et après la maison entière. Ah oui, donc ça, c'est top. Donc même si à la base, un client vient de voir pour un projet qui est de plus petite envergure, l'idée, c'est quand même d'arriver à fidéliser aussi ce client et quand il aura d'autres demandes, qu'ils reviennent vers toi. Ça va aussi la première question que tu m'as posée, en fait, pour le budget. Parce que, par exemple, cette cliente, quand elle m'avait contactée, elle avait déjà une idée de faire la rénovation entière de sa maison. Mais pendant notre première rencontre, on a parlé un petit peu c'est quoi son budget, c'est quoi son idée. Et c'est moi, étant l'expert, qui doit aussi le conseiller un petit peu. Ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et quoi attendre avec le budget qu'elle a. Et c'est pour ça, au début, on s'est seulement dit de vraiment refaire l'entrée, parce qu'on le fait bien une fois, on le fait bien. Et pour pas refaire ça dans 5-10 ans, elle a tellement aimé que maintenant, elle veut aussi continuer avec les autres pièces. Ça, c'est top, ça. Oui. Ça, c'est top. Du coup, donc là, on a parlé un peu des clients, des rénovations. Comment est-ce qu'on peut trouver des fournisseurs quand on est décorateur d'intérieur? Créateur d'intérieur. Non, mais c'est pas grave, c'est que des mots. Mais la chose, c'est que j'étais très surprise positivement. Je pensais que ça allait être très dur, mais je vois vraiment que c'est le marché des entreprises de design. Parce qu'il y a tellement de fabricants, il y a tellement des usines, des gens qui font la revente des matériaux que tu dois que les appeler, les présenter, ils regardent ton site web, tu dois avoir un TVA et jusque maintenant, tout le monde m'a accepté comme ça. Top. Et du coup, comment est-ce que tu choisis tes fournisseurs? Est-ce qu'il y a des critères de qualité à vérifier? Est-ce que potentiellement tu vérifies la solvabilité de ces fournisseurs? C'est très facile d'avoir un contrat avec des fournisseurs, mais c'est à toi de regarder quel fournisseur est-ce que tu veux travailler avec. Parce que leurs produits vont représenter ton entreprise. Donc, j'ai choisi mes fournisseurs en termes de quel type de produits ils vendent, comment ils le fabriquent, le prix aussi. J'ai des plus haut de gamme, j'ai un petit peu moyen gamme pour avoir plus de flexibilité sur les prix. Exactement. Et je pense que ça, c'est déjà important et que c'est une entreprise qui sont là depuis longtemps parce que j'ai eu, en fait, une fois une expérience qui était pas très positive pour des meubles sur mesure.
Je me suis dit pourquoi aller via une entreprise de Luxembourg pour faire les choses sur mesure. Pourquoi je vais pas directement avec une usine au Portugal en fait où c'est moi qui dessine et ils me ramènent. Et là ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que en fait c'est très important de travailler avec des entreprises qui ont déjà une bonne structure. Ils ont un bon planification parce que moi, je vais les faire confiance quand je reçois leurs produits. Donc, si je choisis n'importe qui, ça va être un désastre pendant la rénovation. Comment est-ce qu'on peut différencier une entreprise qui est bien organisée d'une entreprise qui ne l'est pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est des choses que tu demandes pendant la négociation? On peut jamais savoir parce que parfois, il y a des entreprises qui vont dire les meilleures choses qu'on veut entendre et après, c'est pas du tout le cas. Pour moi, j'essaie de poser des questions déjà pour voir combien d'années il existe, combien d'équipes il y a. Et après, je fais toujours le premier expériment, où je commande quelque chose pour moi-même, ou je commande quelque chose pour mon ami, et je vois s'ils gardent leurs mots, comment ils communiquent entre-temps. Mais ça, c'est plus pour l'entreprise de fabrication que les matériaux. Normalement, les matériaux sont des entreprises déjà bien établies. Ok. Et est-ce que aussi la plus-value d'une créatrice d'intérieur, est-ce que c'est pas aussi de pouvoir trouver des matériaux un peu plus rares parce que tu as accès à un portefeuille de fournisseurs assez large? Exactement. Et je pense que c'est ça notre selling point, notre point fort. Comme j'ai dit à Patrice, au Luxembourg, il y a les grands acteurs d'entreprise avec qui les entreprises de construction travaillent aussi. Donc, c'est pour ça on voit toujours les mêmes carrelages gris, le même carrelage beige, le mur un petit... C'est toujours pareil, en fait. Il faut pas être une génie non plus d'être un petit peu différent. Quand on regarde l'Angleterre ou en France, il y a beaucoup plus de variations en termes de design et style. J'essaie toujours de trouver des entreprises qui proposent en fait quelque chose de différent qu'au Luxembourg, des choses plus naturelles, des choses plus délicates qu'on a aujourd'hui. C'est difficile de trouver des matières naturelles, des produits bruts au Luxembourg? Au Luxembourg soi-même, oui. Je pense que c'est spécialisé en construction, c'est-à-dire des bureaux, des grands bâtiments, que l'architecture. Est-ce que tu as des conseils à donner pour garder des bonnes relations avec les fournisseurs, potentiellement des conseils peut-être de négociation aussi? Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas négocié parce que je respecte leur travail, je respecte pourquoi ils demandent ce prix. Et pour moi, ça a l'air juste. Et pour moi, c'est une situation où tout le monde est gagnant. Donc, pour le moment, non. C'est très juste. D'accord, c'est vrai que parce que quand on pense fournisseur, on pense en général négociation, marge, etc. Mais peut-être que c'est vrai que dans la décoration, dans l'artisanat, il n'y a peut-être pas vocation à négocier parce qu'au final, c'est très souvent du sur-mesure, très souvent des produits rares, comme tu l'expliquais. Donc oui, ça fait sens d'accepter les prix qui sont donnés. Ouais. Mais aussi, comme je t'ai dit, c'est le marché des entreprises de décoration ou des architectes. Oui, voilà, il y a un marché et on peut pas... Nous, on est les intermédiaires. Bien sûr. Oui. Oui, vous êtes une forme de courtier en quelque sorte. Oui, exactement. Dans les métiers créatifs, on entend souvent que le défaut, le point noir, ce qui frustre, c'est le fait de devoir être créatif dans un laps de temps assez court, pour rester rentable évidemment. Comment est-ce qu'on peut être créatif et efficace? Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que voilà, tu es né comme ça, tu as un certain goût qui te permet d'être très rapide? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? La créativité doit venir naturellement. Au fur et à mesure, avec l'expérience, tu vas devenir beaucoup plus créatif. Et pareil pour l'efficacité, c'est quelque chose que tu apprends aussi par l'expérience. C'est deux choses très différentes pour moi. Parce que pour moi, quand on offre notre service, tout est cadré. On a les deux premières phases où c'est recherche et le développement de design. Là, il faut être créatif. Mais bien sûr, on peut être créatif, mais peut-être on peut pas être efficace parce qu'après les clients vont dire non, je suis pas d'accord et après on repasse et on fait le même travail 1000 fois et on n'a pas un résultat concret. Donc c'est à toi déjà au début de bien expliquer aux clients qu'on aura 2 itérations et après c'est payant. Et quand tu offres ce type de service, c'est beaucoup plus taillé en fait et les clients ils savent aussi quoi dire pour qu'on ne refait pas toujours les mêmes erreurs. les mêmes erreurs, oui. Et au niveau business, comment tu fonctionnes? Je suppose que tu dois avoir vraiment un axe
purement création et un axe négociation avec le fournisseur et certainement encore aussi un axe gestion du projet. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est facturé à l'heure? Est-ce que c'est du forfait? Est-ce que ça dépend de l'entente avec le client? Ouais. Au début, je faisais en fait une certaine pourcentage de ce qui va coûter pour toute la rénovation. Mais maintenant, je fais plus ça parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut commencer avec le devis de construction et après passer au design? Ça marchait pas du tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que la recherche et le développement des designs, c'est fixe parce que c'est quelque chose où on sait exactement quoi faire, combien d'heures on va normalement prendre pour le réaliser. Mais après, tout ce qui est gestion de projet, commande, aller au chantier, déléguer, créer des fiches techniques, ça, c'est par heure. Ok, et donc comment ça se passe en général? Donc le client te trouve donc sur tes réseaux sociaux ou sur ton blog que tu entretiens. Il y a un premier meeting certainement pour connaître les demandes clients. Si cette demande elle est acceptée, tu lui proposes, je suppose, une espèce de maquette, un visuel ou une réflexion. Alors, la première étape, c'est toujours par téléphonique. Et déjà là, je regarde si c'est un client, un bon client ou pas. Parce que parfois, on a des clients... il faut aussi compatible, en fait. Parce que pas tout le monde est notre client. Et quand on voit que c'est compatible, en fait, on les invite dans le bureau. Aujourd'hui, chez moi à la maison, ou je vais chez eux à la maison. Et je présente beaucoup plus en détail ce qu'on fait, ce qu'on offre, ce qu'on a déjà fait. Et après, on parle aussi de leur maison et c'est quoi leur but. Et après, je passe à la maison, je fais le devis. Et après, il y a la grande présentation de devis. Et quelle technologie, quels outils tu utilises pour ton travail? Alors, j'utilise SketchUp parce que c'est très facile à utiliser. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est SketchUp? Est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu jouais du Sims? Oui, j'ai un peu joué, oui. C'est un peu comme ça. Tu construis des maisons en 3D. C'est ça, en fait. Tu peux vraiment créer facilement les endroits et puis tester si ça marche ou pas. Et tu peux ramener les produits que tu as, en fait, dans le software pour mettre sur le mur ou le sol. Donc, c'est très visuel. Par contre, alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas une architecte, mais j'ai un freelanceur qui est un architecte. Il est de Bangladesh et ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Il est toujours avec moi pendant des projets et c'est lui qui, en fait, dessine tous les plans d'architecte et c'est lui aussi qui fait les fiches techniques et c'est lui qui m'aide aussi avec son expertise, comment est-ce qu'on peut améliorer les structures de murs et tout. Et tu nous parlais aussi du côté blog. Quel CMS tu utilises? Pourquoi tu as choisi ce CMS? Qu'est-ce que tu en penses? J'adore le Squarespace. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous utilisez ça? Non. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je n'ai pas de site, mais l'entreprise pour laquelle je travaille a un CMS dédié. On en parlera peut-être. D'ailleurs, ce serait un bon épisode de podcast d'en parler un petit peu. Je laisse la surprise pour les auditeurs si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce que vous pensez de Squarespace? Moi, je pense que après, ça n'engage que moi, mais c'est moi qui me fais interviewer. Non, mais je suis curieuse. Non, mais ça n'engage que moi, mais je crois que tous les grands CMS aujourd'hui ont leur public. Et en fonction de ton activité, de ce que tu veux en faire, si c'est un site vitrine, un site pour avoir des leads, un site pour faire un e-commerce, je pense que tous les CMS peuvent se justifier. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. En fait, le blog, c'était Squarespace parce que c'est tellement facile à utiliser. Ça facilite la vie, en fait, là. Et c'est très esthétiquement joli aussi. Et dans le design d'intérieur, c'est tout ça. Quand j'avais créé mon site web de Dias Canera Interiors, en fait, j'avais utilisé une autre CMS. Il s'appelait... j'ai oublié. C'était pas bien, c'est pour ça que j'ai oublié. En fait, il se positionnait comme un CMS qui est fait pour des gens qui se connaissent pas en programming ou qui veulent faciliter leur vie. Donc, j'ai utilisé ça, mais c'était très dur. En fait, il fallait pas être un professionnel en programmation. Il fallait quand même avoir une base. Donc, c'était vraiment difficile à gérer. Ouais, c'est Webflow, non? Webflow, c'est ça, ça. Merci. Ça m'a donné mal à la tête. C'est pas mon monde. Donc, je suis repassée sur Squarespace aussi parce que j'ai mon e-commerce. Ok. Tu fais du e-commerce. Oui. Parlons-en. Ça aussi. C'est quelque chose d'à côté parce que je me suis dit, comme je travaille avec des différentes entreprises, pourquoi pas aussi vendre
ces produits aux clients qui ne sont pas nécessairement mes clients. Et quels sont ces produits? Qu'est-ce que tu vends? Les meubles, des chaises, des banquettes, des choses un petit peu avec du style classique. En fait, ça, c'est du dropshipping que j'ai fait. C'est un test, en fait. D'accord, avec tes fournisseurs, je suppose. Il y a 2 types de produits. Il y a le premier qui est mon fournisseur, qui est Biosofa. C'est une marque italienne et je pense vraiment, jusqu'à présent, c'était les seuls qui ont présenté des produits non toxiques parce qu'aujourd'hui, c'est très en mode non toxique. Regardez, on a des tissus qui est 100% coton, lin. Mais après, le façon qu'ils fabriquent le canapé n'est pas nécessairement non toxique. Donc, cette entreprise, c'est vraiment A à Z, tout dedans est non toxique et je revends leurs meubles. J'ai aussi des échantillons pour les clients. Je fais aussi dropshipping avec une entreprise qui est pas du tout mon fournisseur qui spécialise en dropshipping. C'est une usine de l'Inde. Ok. Mais c'est seulement un test parce que dans le futur, j'aimerais bien avoir un showroom pour faire la vente des meubles aussi. Oui, dans l'ameublement, ça se fait beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a une très mauvaise image du dropshipping avec tous les dérives qu'il y a eu. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller dans certains magasins d'ameublement et en fait, ces magasins n'ont aucun stock en général. C'est juste une vitrine et si on veut commander ce meuble, ce lit, c'est sur commande. Donc, quand je parle beaucoup pour les auditeurs qui nous écoutent, n'entendez pas dropshipping AliExpress, influenceur qui fait une story de 5 secondes sur le produit. Là, on parle vraiment de quelque chose de qualitatif. Et il ne faut pas penser ce que les gens pensent. C'est aussi, j'ai pas expérience à faire la commerce des meubles. Donc, c'est une bonne expérience. C'est un stepping stone. Bien sûr. C'est vraiment une bonne expérience pour comprendre comment est-ce qu'on peut nous positionner. Et avec cette expérience, après, on peut apprendre vraiment de gérer des différents meubles avec des marques plus connues. Tu commences déjà à avoir des ventes. Depuis quand tu as lancé ce e-commerce? Pas beaucoup parce que j'ai pas du tout fait la publicité. D'accord. Donc c'est surtout les gens qui te connaissent déjà qui ont peut-être acheté. Oui, exactement. Et tu comptes en faire de la publicité à un moment ou à un autre? Non. Non, du tout? Non, parce que j'ai peur avec le dropshipping. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai encore une dernière question pour toi, c'est la question corsée. On a un peu abordé ce sujet tout à l'heure. Il y a beaucoup d'a priori sur le métier de décorateur d'intérieur. Est-ce qu'il faut quand même un certain budget? Est-ce qu'il faut être riche pour faire appel à tes services? Il faut avoir un budget. Il faut avoir un budget. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir un budget? Il y a des gens, dans leur tête, c'est peut-être 100 000 euros. Pour quelqu'un, c'est 20 000 euros, je ne sais pas. Mais c'est pour ça, quand les gens me contactent, la première interaction téléphonique qu'on a, c'est ça qu'on parle. Pour déjà voir si on se voit dans les yeux dans les yeux, oui. Les yeux dans les yeux et on est en même page. Là, c'est ça l'importance. Et si maintenant il y a quelqu'un qui n'a pas un budget réaliste, malheureusement je dois les dire parce que si je dis pas ça, après quand on va signer le contrat, il y aura des problèmes qui vont revenir et après il y aura des atteintes qui vont pas se coller. Et après c'est la faute. La faute, c'est à toi, et c'est comme ça qu'on commence une mauvaise relation. Donc, faut être absolument sûr. Avec mon expérience, je sais plus ou moins combien on a besoin pour faire une rénovation parce que j'ai mes fournisseurs, je connais les prix de produits, je connais aussi un petit peu dans les agences de construction maintenant. Et si je vois que c'est vraiment plus bas que le marché, c'est pas possible. Je vais peut-être proposer de faire quelque chose d'autre. S'ils ont une grande maison, de faire seulement une pièce, comme j'ai fait avec cette cliente pour l'entrée, ou seulement faire la décoration. À partir du moment où on se pose des questions sur le fait de est-ce que ça va me coûter cher, est-ce que ça va être raisonnable, on peut toujours te contacter pour en savoir plus, pour voir si le projet est réalisable. Exactement. Voilà, je vous invite tous à contacter alors Tshering sur son blog ou sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Enchanté, donc moi c'est Antoine, je vous rejoins pour discuter un petit peu plus du côté marketing digital et notamment dans le secteur du design d'intérieur, décoration. Okay. Donc je voulais évoquer un petit peu avec toi déjà, est-ce que dans ton parcours professionnel, tu as déjà eu l'occasion
de faire un peu de marketing digital ou des actions de marketing. Et pour les gens qui suivent un peu et qui vont arriver après toi, pouvoir leur proposer des conseils, recommander certaines choses, en décommander d'autres qui ne sont pas bien passées. Donc, raconte-moi un petit peu tout ça. Très bonne question. Je pense que pour le marketing, comme j'ai expliqué à Naïm, on a pas mal de gens qui nous contactent parce que quand ils font la recherche, la décoration d'intérieur au Luxembourg, on est là, sur première page. Mais après, j'utilise aussi des publicités Instagram ou Facebook visées pour les gens qui sont intéressés dans ce domaine. Et j'essaye, tout au début, en fait, quand j'avais mon compte Instagram, je faisais des vidéos. Et il y avait une vidéo que j'ai faite où je parle avec les maisons typiques de Luxembourg, maisons modernes, comment décorer ce type de maison ou une vieille maison. Et c'est là que j'ai vraiment reçu plein de followers, des gens de Luxembourg intéressés sur ce sujet. Et d'ailleurs, maintenant, je ne le fais plus. Je devrais le refaire. Et en plus de ça, j'ai aussi vu qu'il y a pas mal de magazines qui nous contactent tout le temps pour être dans leur magazine. Et l'année passée, j'ai été contactée par 2 magazines. Alors, premier magazine, c'était pas du tout pub. C'était pour Luxembourg Times. Et la journaliste, elle voulait un petit peu me parler, comment décorer la maison pour avoir une meilleure vente. Et elle m'a demandé si elle pouvait mettre mon nom et l'entreprise, que j'ai dit bien sûr oui. Et quand elle a publié ça, j'ai reçu énormément d'appels des gens, des bons clients qui ont signé aujourd'hui, qui sont en cours au moment. Ouais. Par contre, un autre pub que j'avais fait, c'était pour une magazine Sotheby's. Je me suis dit, c'est dans le secteur immobilier, c'est un secteur où les gens apprécient des belles maisons et tout. Donc là, on n'avait pas des articles, pas de communication, seulement notre photo avec notre logo et coordonnées. Et je vois vraiment une grande différence quand on s'engage en fait avec l'audience, quand il y a quelque chose de retour pour eux, il y a des tips où ils reçoivent quelque chose d'un expert, ils sont beaucoup plus prêts à vous contacter. Ouais. Voilà. Bah c'est marrant parce qu'en fait, là, dans ta façon de toi de le décrire, tu touches quand même en fait à des concepts très théoriques du marketing digital. Tu vois, en fait, il va y avoir un peu ce qu'on appelle le haut de tunnel. Donc où là, en fait, on est là simplement pour discuter avec les gens, pour dire hey, coucou, nous, on existe, regardez, on fait ce truc sympa. Donc, par exemple, des vidéos, juste à but infotainment, on va dire. Et en fait, là-dedans, en général, dans ces contenus, t'es même pas là pour vendre, en fait. T'es là pour partager ton savoir et puis montrer un peu que, voilà, ce que tu fais, c'est cool, t'es passionné et t'as envie de le partager avec les gens. Et ça, effectivement, ça a tendance à ramener beaucoup de personnes plutôt que d'arriver tout de suite avec ton devis dans la main en disant hey, tenez, moi, je vous fais le salon pour X 1000 € et signez là. Parce qu'en fait, ça, c'est très important, je pense, pour les gens qui nous écoutent, qui commencent le marketing digital. C'est de savoir qu'en fait, aujourd'hui, venir avec ses gros sabots pour vendre tout de suite, ça ne marche plus. Ça peut marcher de temps en temps. Tu peux peut-être avoir quelques leads avec tes publicités, des gens qui sont prêts, qui savent ce qu'ils veulent, qui, pour une raison X ou Y, sont OK pour te faire confiance tout de suite sans te connaître. Mais surtout dans ton cas, quand ça touche à une pièce de vie, etc., t'as besoin d'en savoir plus. Surtout parce que je ne suis pas B2B, je suis B2C. Donc, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Mais donc, ouais, là, dans les différents trucs que tu as cités, moi, je retrouve beaucoup de canaux différents du marketing digital. Le fait que quand les gens tapent sur Google, donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. Le fait que tu aies fait de la publicité qu'on appelle PPC, pay-per-click, via Instagram, via Facebook, que tu aies fait des vidéos aussi simplement pour de l'infotainment, donc du branding en fait, simplement, que tu aies été cité dans d'autres magazines, ce qu'on appelle du referral, etc. Donc au final, tu vois, tu as couvert un spectre quand même très important, sans forcément, tu vois, te mettre dans la mentalité marketing digital, mais c'est assez marrant que tu l'aies fait naturellement comme ça, et que tu aies vu qu'il y ait certains trucs qui ont plus d'impact que d'autres, et c'est pas toujours ceux sur lesquels on aurait parié au début. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et pour vous, vous êtes les experts dans le digital. Et au moment, je me perçois qu'en fait, au Luxembourg, les gens qui connaissent cette monde de création d'intérieur, décoration d'intérieur, ils vont me contacter ou ils vont contacter différentes entreprises. Mais pour les gens qui ne savent pas, parce que j'ai eu des clients luxembourgeois
ils ont dit, mais on ne savait pas qu'il y avait cette service. On pensait que soit c'est une architecte qui fait le plan, ou soit quelqu'un qui vient seulement conseiller quelle couleur de mur on doit avoir. Ouais. On ne connaissait pas du tout cette concept de design, en fait. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous conseiller? Me conseiller? Comment je peux partager cette message, en fait? En fait, là, tu vois, tu touches typiquement au fait que tu as différentes étapes dans un tunnel de conversion. Et en général, le premier, on va souvent découper ça, si tu veux. On ne va pas faire toutes les étapes, mais disons que les premières étapes répondent bien à ta problématique. C'est que d'abord, tu as des gens, en fait, ce qu'on appelle l'awareness. Donc, c'est qu'en fait, toi, en tant qu'entreprise ou service, tu as un produit qui règle un problème chez quelqu'un. Des fois, les gens ne sont même pas au courant qu'ils ont ce problème. Tu vois, c'est un truc qui les dérange, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un problème. Donc déjà, tu as la phase d'awareness. Et là, en fait, c'est simplement montrer à la plus grande audience possible ce que tu fais. Et donc, les gens vont se dire, ah ben ouais, tiens, c'est vrai qu'en fait, mon salon, il me plaît plus trop et je voudrais le refaire, mais enfin, je m'étais pas rendu compte que ça me dérangeait autant. Mais maintenant que j'ai vu 5-6 images des réalisations que cette personne a fait, je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir ça aussi. Et après, une fois que les gens sont conscients de ça, il faut que tu arrives à leur faire réaliser que toi, t'es la personne qui va régler ce problème pour eux. Et donc là, il va falloir, entre guillemets, asseoir un peu tes compétences, prouver aux gens ce que tu sais faire. Donc, typiquement, avoir un book, pouvoir montrer des commentaires d'anciens clients avec qui tu as travaillé. Et tout ça, en fait, dans le sens de réassurer la personne en face de toi et de se dire, OK, bon, elle est bien dans le cadre du service que je cherchais. En plus, elle a des références, elle peut me montrer qu'elle a déjà travaillé et ce qu'elle me montre, ça me plaît beaucoup. Ouais. OK, bon, allez. Maintenant, on va parler argent et demander des devis et des c'est le budgets. awareness. Hein. Ouais. Je pense pas trop au marketing, donc c'est très bien. Et l'awareness, c'est vraiment, tu peux utiliser, en fait, tu peux le faire dans la vraie vie, tu peux aller dans des salons, tu peux être mentionné, tu peux faire des collaborations, tu peux pousser des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est notamment un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que auparavant, on n'avait pas des choses comme YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest aussi, qui est assez important dans tout ce qui touche au design. Et donc, si tu voulais te faire connaître, il fallait tout de suite réussir à te faire repérer ou peut-être même, je pense, à payer pour être mentionné dans les magazines, dans le print, etc. Ça avait, je pense, un coût. Dans un magazine, il y a un certain nombre de pages, donc tu n'avais pas toujours ta place tout de suite, je suppose. Comment est-ce que l'arrivée d'outils comme TikTok ou Insta ou Pinterest ont changé un peu la donne, puisque maintenant, vous êtes, entre guillemets, armés pour vous montrer tout seul encore une fois, après ce que j'ai dit, les magazines, ça marche seulement si c'est une magazine qui est pertinent, ou aux gens, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui sont au bureau, aux tables basses, et que et personne ne le lit. Hein, mais après, il y a le nom et c'est pour ça on veut faire la publicité. Par contre, pour Instagram ou pour TikTok, je n'utilise pas TikTok parce que je ne pense pas que c'est mes audiences. Mais Instagram, c'est beaucoup plus engageant. Je suis en contact direct avec les gens qui sont intéressés. Et je peux aussi optimiser aujourd'hui pour que mes pages sont affichées aux gens qui ont déjà suivi des autres... qui ont un intérêt exactement. Ou qui donc, aiment c'est beaucoup ce plus secteur. défini et beaucoup plus ciblé qu'il y a des dizaines d'années. Ouais. Et puis, t'as moins de barrières à l'entrée aussi, je suppose, parce qu'en fait, c'est ton compte. T'as pu à convaincre le rédacteur en chef de tel magazine de te laisser paraître et tout. Exactement. Et surtout, les magazines de décoration d'intérieur comme Marie-Claire et tout ça, quand on commence un business, ça va être super cher, en fait. Oui, c'est impossible, en fait, au début d'être featured dans ce genre de choses. C'est pas impossible, mais je pense que c'est plus dur. Ou soit connaître quelqu'un, soit avoir de la chance. Et notamment, par rapport à ça, dans le secteur du design d'intérieur, que moi, au final, j'associe quand même beaucoup à l'art, en fait, j'ai l'impression que votre personnalité, la personne que vous êtes, se mélange complètement avec votre marque, en fait. Comment tu fais, en fait, pour
pour réussir à devenir toi-même une marque, et à montrer aux gens que tu as ton propre style, etc. Parce que je trouve ça vachement différent en fait de monter une entreprise. Ouais. Moi, j'ai une personnalité type, mais mon entreprise va pouvoir avoir un message complètement différent. Tu vois. Moi, je suis pas associé au service que mon entreprise vend. Vous, c'est vraiment fusionnel, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est moi. Mhm. Et les idées que j'ai, c'est aussi moi. Je sais pas comment expliquer. Mais je reste toujours fidèle au design intemporel, même si c'est des vêtements que je porte, même si c'est la façon que je me présente, c'est toujours intemporel et classique. Franchement, j'ai pas beaucoup travaillé pour avoir une image, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram et on m'a même conseillé d'avoir ma photo sur le logo pour que ça soit beaucoup plus approachable. Plus, que ça a l'air plus humain. Plus humain, mais je l'ai pas fait, si je suis honnête, parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser pour avoir une entreprise qui réalise des beaux projets, où on montre que des photos des maisons. Je me vois pas encore dans une position où c'est moi. L'acteur principal, je sais pas comment expliquer. Mais je vois, tu veux pas être au centre. C'est une très bonne question, exactement. Tu veux pas que ce soit toi qui es au centre. Exactement, parce que en fait, j'ai pas un style, parce que beaucoup de décoratrices ou designers intérieurs, ils ont leur style, et dans chaque projet, on voit le même style. Ce qui est normal, c'est eux l'expert, et c'est pour ça que les gens viennent chez eux. Mais après, pour moi, c'est aussi très important de garder mon style, oui, certes, mais aussi de mélanger mon style avec ce que mes clients ont besoin et leur style, parce que c'est leur maison. Ouais, c'est le fait d'être un petit peu... Je suis là pour eux. Ouais, j'ai pas envie de dire d'être... Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pas être un caméléon et tu vois, changer de personnalité et de style de design et de s'adapter, et de changer du tout au tout à chaque fois. Mais c'est qu'en fait, toi, tu es là pour comprendre un besoin et en fait, mettre ton talent à l'intérieur du besoin que les gens ont exprimé pour obtenir en fait le meilleur résultat possible, pas pour toi ce que tu aurais voulu faire, mais pour ce que eux attendent et avoir des clients satisfaits à la fin. Exactement. Et aussi, il y a beaucoup de clients qui viennent déjà avec leurs propres idées. Et ils veulent cette service parce qu'ils se connaissent dans ce monde. Mais bon, ils n'ont pas le temps. Donc, par exemple, quand c'est un couple, c'est aussi mon rôle de bien, comment on dit ça ? Segmenter, séparer. Segmenter, voilà, de ce qu'ils veulent. Est-ce que là, aujourd'hui, si tu rencontrais toi, il y a, je sais pas, 5-6 ans, et une personne qui démarrait, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Tu lui dirais, voilà, un truc qui m'a permis, au niveau de mon marketing, qui a eu beaucoup d'impact, sans forcément que ce soit un truc très classique. C'est sûr, je peux aller voir quelqu'un et lui dire, mets un budget de 10 000 € sur Google Ads et tu auras de la pub. Non, mais est-ce que toi, tu as fait des trucs qui pourraient être des astuces que tu aimerais transmettre ? Oui. Alors déjà, il ne faut pas avoir un très grand budget. On peut avoir, comme j'ai parlé de Squarespace, pour monter notre propre site web. J'ai des copines qui sont aussi dans la même domaine. Aujourd'hui, elles n'ont pas un site web. Et je pense qu'avoir un site web, c'est déjà très important, où les clients peuvent te trouver, parce que Luxembourg est encore très petit. Et comme je vous ai dit, c'est très niche, notre marché encore. Donc, il y a beaucoup de la chance pour avoir du succès. Et ça coûte rien de créer de sites web. Et normalement, si tu es quelqu'un qui aime le design, c'est aussi quelque chose que tu vas aimer et tu auras le goût. Et Instagram, engager avec des gens, c'est quelque chose que je fais pas d'ailleurs, mais je devrais. Mais c'est tellement facile de faire des vidéos, de parler, parce que nous, on connaît tellement des choses en termes de décoration, mais pas tout le monde connaît ça. Et on oublie ça parfois, parce qu'on est tellement rentré dans notre monde. De seulement partager les choses qui paraissent normales pour nous, mais qui peut être vraiment des bons tips pour les gens, je pense que c'est très important. Mettre un peu de votre savoir out there et le partager. Oui, exactement. Mais après, une fois que vous avez des clients, concentrez-vous au projet, aux clients. Ça, c'est le plus important. Tu donnerais quoi comme ratio entre... tu vois, si aujourd'hui... On va dire que tu as deux missions, donc tu as tes clients, tu dois les satisfaire et mener tes projets à bien, et puis tu dois aussi t'occuper du développement de ton entreprise. Pour toi, c'est quoi le ratio une fois que tu commences à avoir des clients, combien de temps dans la semaine tu dédierais au marketing digital ? L'année dernière, j'ai fait plein de pubs sur
Facebook, Meta. Et grâce à ça, j'ai eu des clients. Mais cette année, je fais plus de marketing parce que j'ai l'année complète qui est déjà complet. Bien sûr, je pourrais avoir encore plus de clients, mais je suis seule aujourd'hui et je veux vraiment focaliser en qualité et que mon entreprise a des processus très fluides, que les clients sont satisfaits. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ouais. Après, on pourrait toujours refaire le marketing, l'image et tout. Ouais, donc ton conseil, c'est mettez un bon coup de cuillère à peau au début sur le marketing et ensuite trouver des clients. Occupez-vous-en bien et après, ça fera boule de neige avec le bouche à oreille, etc. quoi. Oui, parce que je ne suis pas un superwoman non plus de tout faire. Et peut-être parce que je n'ai pas des notions de marketing. Et un jour, quand on aura beaucoup de succès, peut-être, je regardais aussi avec des agences de marketing qui peuvent m'aider avec leurs compétences pour avoir plus de clients. Ok. Bah écoute, top. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Toi aussi, merci. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter ou pas. Est-ce que toi, tu connais le monde de design d'intérieur ? Un petit peu, ouais. Pour le coup, je suis en train d'acheter un appart, là, donc je regarde un petit peu comment je vais pouvoir le décorer, etc. Bon, bah écoute, moi, je traîne un petit peu sur les magazines et puis j'ai la chance d'avoir des amis qui m'aident. Mais d'accord. Voilà, petit à petit, je m'y intéresse aussi. Ouais. Et quand tu penses d'une designeuse d'intérieur, c'est quoi ton idée ? Qu'est-ce qui vient dans la tête ? Quelqu'un qui arrive dans mon salon et qui va en fait avoir tout de suite le déclic de savoir à tel endroit il faut tel meuble, ici il faudra telle couleur, on peut mettre tel matériau et tel truc ensemble. Ce qui sont des choses où moi je suis incapable, quand tu me mets au milieu d'une pièce vide, je sais pas visualiser les choses. Donc pour moi c'est une personne qui a un fort pouvoir d'imagination. Et puis des très bonnes connaissances pour capter peut-être ma personnalité et la traduire en matière, en couleur, en disposition. Ce serait un peu ça pour moi. D'accord, c'est très intéressant parce que tout au début, avec Patrice, j'ai expliqué la différence en anglais interior designer et interior decorator. Et chaque fois que je demande ici, au Luxembourg, les gens ont toujours tendance de penser aux projets de décoration, en fait, l'aménagement, que des rénovations et des changements de pièces. Okay. Intéressant. Écoute, c'est une prochaine vidéo à faire, la différence entre les deux types. Oui, voilà, tu me donnes des idées. Merci. De rien. Bon, écoute, à une prochaine en tout cas, j'espère. Et puis, je vous remercie énormément de m'avoir invité. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Café Klatch. Alors un immense merci à Tchering Diaz-Canera pour cette conversation fascinante sur le design d'intérieur et l'entrepreneuriat. Merci pour ton temps, merci pour tes précieux conseils. Je vais certainement appliquer ça pour mon nouveau logement, à éviter les fautes de goût. En tout cas, je vais essayer. Vous pourrez évidemment la contacter sur Instagram, comme elle l'a dit plus tôt, mais aussi sur son site Diaz-Canera Intérieur. On va vous le mettre en description. Les amis, c'est aussi la fin de cette première saison de Café Klatch. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite avec encore plus de contenu passionnant. Oui, et on a une petite surprise pour vous. La saison 2, nos futurs épisodes, ce sera autour d'une table dans un format plus court. Pour préparer cet épisode, on va partir de problématiques d'entrepreneurs. Donc si vous rencontrez des obstacles dans votre parcours d'entrepreneur, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire sur LinkedIn ou en message privé. Donc ça pourra être des questionnements du style comment gérer son support efficacement, comment vendre plus grâce à une newsletter, comment fidéliser ses clients, comment gérer un bad buzz. Avant de vous laisser partir, un grand merci à notre sponsor eConnect. Sans eux, ce podcast n'aurait tout simplement pas été possible. Ils sont les magiciens derrière les rideaux, les incubateurs de nos idées et les moteurs de notre créativité. Merci aussi à nos nouveaux partenaires en post-production Into the Wave qui vont se charger du montage de cet épisode et de tous les prochains épisodes. Pour des débats toujours plus dynamiques et engageants, n'oubliez pas de joindre le Café Klatch Club en vous abonnant à notre page LinkedIn pour rester informé de toutes nos actualités et des futurs épisodes. On vous promet du lourd pour la saison prochaine. Merci encore à tous les invités qui nous ont fait confiance. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, si vous avez des questions brûlantes sur des sujets que vous voulez qu'on aborde, faites-le nous savoir. On adore recevoir vos messages. Et oui, même les messages les plus étranges. Alors d'ici là, restez curieux, restez inspirés, restez vous-même et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Café Klatch. Ciao, bisous. Salut.